Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 308. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est en pleine semaine du Black Friday. Vous savez, le Black Friday, c'est ce moment où les promotions sont absolument partout. Les marques rivalisent de superlatifs pour vous pousser à l'achat immédiat. Clairement, c'est un peu une abondance d'offres dans tous les sens, d'appel à la surconsommation. Pourtant, au milieu de tout ça, au milieu de toute cette frénésie de l'ultra-consommation, il y a une tendance qui est totalement à l'inverse et qui prend de plus en plus d'ampleur. Cette tendance, elle ne repose pas sur le toujours plus, mais sur le rarement disponible. Donc vous avez des enseignes qui vont multiplier des offres sans fin, puis d'autres qui vont choisir de disparaître momentanément pour mieux réapparaître. Ces enseignes-là, elles annoncent des quantités limitées, elles organisent des listes d'attente interminables, ou alors elles créent l'événement autour d'un drop qui se joue en quelques minutes. Cette stratégie, elle peut sembler totalement bizarre dans un marché, on va pas se dire de bêtises, qui est quand même clairement saturé et où tout paraît très facile, très accessible. On a l'impression qu'on peut acheter en 2 secondes. On achète sur Amazon, le lendemain c'est à la maison sans qu'on ait rien à faire. Donc évidemment, au milieu de tout ça, cette stratégie, elle peut paraître un peu bizarre, sauf qu'elle fonctionne. La rareté attire, elle stimule le désir et elle transforme l'acte d'achat en véritable expérience. En fait, elle réintroduit une dimension émotionnelle que vous n'avez pas du tout, ou alors très très peu, dans les promotions massives. Dans cet épisode, je vous propose qu'on explore ce retour appuyé du marketing de la rareté. Vous découvrirez pourquoi vous voulez ce que vous ne pouvez pas avoir, comment les marques orchestrent cette frustration pour créer de la valeur perçue et ce que cette stratégie change dans la relation qu'elles entretiennent avec leurs clients. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on parle de frustration, de désir, d'attente et d'un marketing qui se joue précisément dans tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre panier au Black Friday. Alors, si vous observez l'évolution récente du marché, il y a un paradoxe qui apparaît. Les consommateurs n'ont jamais eu autant le choix, l'accès et en fait la possibilité d'achat. Et pourtant, ils se montrent de plus en plus attirés par ce qui est difficile à obtenir. Cette quête d'exclusivité, elle n'est pas anecdotique. Elle s'explique avant tout parce que, on a une saturation profonde de l'offre. Les enseignes se livrent à des compétitions absolument permanentes pour essayer de capter l'attention. Donc, elles multiplient les collections, les éditions spéciales, les promotions en tout genre. Et finalement, cette abondance, elle finit par diluer la valeur perçue des produits. Et du coup, ce contexte-là, il va pousser les consommateurs à chercher l'inverse, c'est-à-dire à chercher l'exceptionnel, ce qui leur permettra en fait de se distinguer. Ils ne veulent plus seulement acheter un produit, ils veulent ressentir quelque chose en l'achetant. En fait, ils veulent appartenir à un cercle restreint, être parmi les premiers, être parmi les heureux élus, être parmi les seuls à avoir ce qu'on réussit à se procurer, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Et cette logique, elle touche toutes les catégories, pas seulement le luxe. Alors bien sûr le luxe, bien sûr la tech, mais aussi la beauté, la mode et même l'alimentation. La rareté ici, elle joue en fait un rôle de filtre. Elle permet aux marques de recréer de la valeur alors que tout semble assez uniforme parce que finalement tout est disponible partout, tout le temps. Cette restriction volontaire, elle repositionne l'offre dans un espace plus émotionnel. Elle réintroduit de l'enjeu, donc de l'attention, donc du désir. En fait, la rareté, elle vient pas remplacer l'abondance, elle sert plutôt de correction à l'excès d'indifférence qui est généré par un marché qui est hyper saturé. Ce qui compte, c'est plus seulement ce que vous proposez, mais le fait que tout le monde ne puisse pas l'obtenir. Alors en plus de ça, la rareté, elle ne crée pas seulement de la valeur économique, elle active surtout des ressorts profondément psychologiques. Quand quelque chose devient difficile d'accès, il s'agit plus simplement d'un produit limité, mais d'un enjeu personnel. Vous ne réagissez plus en tant que consommateur rationnel qui fait des choix logiques. Vous entrez dans un mécanisme émotionnel où la frustration joue un rôle central. Et cette frustration, elle n'est pas perçue comme un frein. Bizarrement, elle devient vraiment le moteur. Vous voulez davantage ce qui vous résiste.
Alors ce fonctionnement, il repose sur un principe simple, l'être humain attache une valeur plus élevée à ce qui lui échappe. Le cerveau, en fait, il va interpréter l'indisponibilité comme un signal de rareté et donc d'importance. En fait, s'il n'y en a pas pour tout le monde, c'est que ça doit valoir quelque chose. Cette perception, elle amplifie le désir bien plus efficacement qu'une énième réduction affichée en rouge sur un fond noir. Contrairement aux promotions qui appellent à une action rapide, sans vraie implication émotionnelle, la rareté, elle crée un parcours mental. Elle va d'abord introduire l'attente, ensuite l'incertitude et parfois même un soupçon d'adrénaline. Donc la frustration, elle agit comme un catalyseur du désir à condition, attention parce que c'est là que tout se joue, à condition qu'elle soit bien dosée. Si votre rareté, elle est trop forte, pour le coup, elle va décourager. Une rareté qui est intelligemment orchestrée, elle va stimuler. C'est un peu dans cet entre-deux que les marques elles doivent positionner leur stratégie. Elles ne vendent pas seulement un produit, elles vendent le frisson associé au fait de réussir à l'obtenir. Pensez place de concert de Beyoncé. Moi, j'ai essayé d'en obtenir bêtement. Je me suis dit que j'allais pouvoir en obtenir en me mettant dans la file d'attente. Quand j'ai vu, je suis rentrée dans la file d'attente, il était inscrit « Vous êtes la 280 millième personne dans la file d'attente ». Autant vous dire que, là, j'ai lâché l'affaire. L'idée, c'est ça, c'est que votre client, lorsqu'il accède à l'achat, il ressent le frisson de réussir à obtenir le produit. Cette dynamique de la frustration et du frisson associé, elle prend tout son sens dans un univers où en fait tout est immédiatement disponible. La frustration, ça devient vraiment une rupture narrative. Elle surprend, elle provoque, elle engage, elle redonne de la valeur à ce qui sans elle, en fait, aurait pu littéralement passer inaperçu. C'est précisément cette mécanique émotionnelle qui prépare le terrain aux nouvelles formes de rareté que les marques mettent en place et que je vous propose qu'on explore maintenant. Alors les listes d'attente, vous les connaissez bien, elles se sont clairement imposées comme l'un des outils les plus puissants du marketing. Elles ne sont plus réservées qu'aux restaurants étoilés ou alors aux produits artisanaux haut de gamme. Elles concernent désormais des marques de cosmétos, de mode, de tech, de déco et puis même des services. Ce succès, c'est pas un hasard, la liste d'attente, elle fait pas autre chose que transformer un simple produit en objet de projection. Avant même de le posséder, le consommateur s'imagine déjà en train de l'utiliser, il anticipe l'expérience et cette anticipation, ça construit un pré-désir qui devient souvent plus fort que l'envie initiale. Donc contrairement à la rareté brute qui peut parfois apparaître un peu arbitraire, la liste d'attente, elle va introduire une forme de légitimité. Vous n'avez pas encore eu l'objet, enfin en tout cas l'objet de votre désir, vous ne l'avez pas eu, mais vous ne l'avez pas, non pas parce que la marque vous l'a refusé, mais parce que d'autres l'ont voulu avant vous. Et cette mécanique, d'une part, elle va atténuer la frustration, et en plus, elle va la rendre socialement acceptable parce qu'elle vous positionne dans un groupe de personnes qui veulent la même chose. Vous devenez en fait membre d'une communauté invisible qui est unie par l'attente. C'est quand même assez rotor comme raisonnement, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc les marques, elles vont utiliser cette dynamique pour créer une espèce d'engagement progressif. Chaque email de confirmation, chaque message qui indique que vous approchez du moment où ce sera enfin votre tour, ça renforce l'attention et puis ça maintient l'intérêt. Le produit, il n'est pas encore là, mais il occupe déjà un espace mental. Cette disponibilité mentale, elle est ultra précieuse parce qu'elle dépasse celle qui est créée par la simple campagne publicitaire. Elle s'inscrit dans la durée, elle crée même un lien émotionnel bien avant l'achat. Donc en s'appuyant sur la saturation du marché et le rôle psychologique de la frustration dont on a parlé là, les listes d'attente, elles permettent aux marques de maîtriser l'intensité du désir. En fait, elles dosent la rareté en la rendant lisible, en la rendant progressive, presque ritualisée. Elles créent en fait un parcours où l'attente n'est pas vécue comme une contrainte, mais comme une preuve de valeur. C'est cette logique amplifiée qu'on va retrouver dans la stratégie du drop. Ça, c'est une stratégie qui est encore plus radicale et spectaculaire. Alors la stratégie du drop, qu'est-ce que c'est ? C'est la montée du modèle disponible seulement maintenant. La stratégie du drop, elle s'est imposée comme l'une des expressions les plus emblématiques du marketing de la rareté. C'est un peu l'opposé de la liste d'attente qui va installer cette anticipation progressive. Le drop, il repose sur l'instantanéité. Il joue sur un moment précis, qui peut être annoncé d'ailleurs à la dernière minute, un moment pendant lequel le produit va devenir accessible pendant un laps de temps qui est extrêmement limité. Cette mécanique,
elle crée une tension immédiate. Vous n'avez pas quelques jours pour réfléchir, vous avez quelques minutes pour agir. Cette urgence transforme l'achat en performance. Ce format, il a été rendu populaire par les marques de streetwear et par les collaborations artistiques. Mais il s'est assez rapidement étendu à la beauté, au luxe, à la culture et on le voit même maintenant à l'alimentaire. Les drops, en fait, ils apportent une dimension événementielle à l'acte d'achat. Ils ne se contentent pas de rendre le produit rare, ils transforment sa sortie en rendez-vous. Cette ritualisation, elle répond directement à la dynamique psychologique dont on a parlé juste avant. La frustration ne se vit plus dans l'attente, mais dans l'adrénaline de la tentative, le fameux frisson. Vous vivez un pic d'émotion, même si vous repartez les mains vides. Alors cette instrumentalisation de l'instant, elle est vraiment très puissante parce qu'elle vient créer une rupture avec le rythme qu'on a partout de l'hyperdisponibilité. Dans notre société où tout se ressemble, le drop, il vient créer une parenthèse où le temps semble se contracter. Il redistribue les cartes, il donne une impression de rare justice où chacun peut tenter sa chance, où l'achat en fait, devient une victoire. Les marques, dans ce cas-là, elles gagnent bien plus qu'un volume de vente ponctuel, elles créent du bruit, de la conversation, du partage social immédiat. En fait, le drop, ça devient lui-même un contenu, ça devient lui-même la campagne publicitaire. Cette stratégie, elle fonctionne aussi parce qu'elle ne cherche pas à remplacer l'offre continue, elle vient l'interrompre. Elle casse la routine, elle bouscule les attentes et elle rappelle même que même si parfois les accès sont limités, il reste des opportunités exceptionnelles auxquelles tout le monde et donc vous avez accès. Cette montée en puissance du modèle disponible seulement maintenant, en fait, elle redéfinit la relation entre la marque et son audience. Alors justement, qu'est-ce que la rareté, elle change entre marque et client ? La rareté, elle ne se limite pas à créer un pic d'attention, elle transforme durablement la relation entre la marque et ses clients. Quand vous avez un produit qui se mérite, quand il faut le guetter, quand il faut s'inscrire, quand il faut patienter, ou alors quand il faut tenter sa chance, l'engagement, il n'est pas seulement au niveau de l'acte d'achat, il s'installe bien en amont. La marque occupe progressivement un espace émotionnel privilégié dans l'esprit du consommateur. Vous ne consommez plus seulement un produit, vous vivez une réelle expérience avec la marque qui le propose. Ce phénomène, il est particulièrement visible quand la rareté est orchestrée sur plusieurs niveaux. Alors là, on est le niveau supérieur. Vous avez les listes d'attente qui créent un pré-engagement et qui donc fidélisent dès la phase d'anticipation. Vous avez les drops qui ajoutent une dimension émotionnelle qui transforme l'acte d'achat en challenge. Et ces interactions répétées, elles vont construire une relation active qui est assez loin finalement du schéma traditionnel où la marque, elle va diffuser, puis le client, il choisit ou il ignore. Ici, les clients, ils participent, ils s'impliquent, ils adaptent leur comportement pour maximiser leurs chances. En fait, ils parlent de la marque, ils surveillent les annonces, ils suivent ses newsletters, ses réseaux sociaux. En tout cas, ils sont beaucoup plus impliqués dans le regard qu'ils ont sur la marque. Cette implication répétée, elle renforce la fidélité. Alors, c'est pas une fidélité qui est basée sur la satisfaction juste du produit, c'est une fidélité qui est basée sur l'histoire vécue. Les marques qui maîtrisent la rareté créent des rituels, des rendez-vous, des moments qui sont littéralement attendus. Ces moments, ils deviennent l'occasion de renforcer le lien. Le consommateur, il revient parce qu'il veut revivre cette intensité. Il revient aussi parce qu'il sent qu'il appartient à une communauté de personnes qui ont partagé la même quête. C'est limite le Graal. Du coup, la rareté, elle devient un moteur d'attachement. Mais attention, elle ne peut fonctionner qu'à condition de rester cohérente et mesurée. Oui, parce que pour que ça marche, il faut qu'elle soit comprise comme une forme de respect qui est accordé au produit et à l'expérience, évidemment pas comme un levier de manipulation, parce que là, ça viendrait absolument tout casser. Si elle crée un rapport engageant, en retour, elle impose une plus forte responsabilité pour les marques. Oui, parce qu'évidemment, il y a des limites éthiques et puis des risques d'avoir un backlash, de vous le prendre en retour de boomerang. La rareté, elle va renforcer la désirabilité et l'engagement, mais elle s'accompagne, bien sûr, de responsabilité. Quand une marque organise volontairement une pénurie ou une frustration, elle manipule des éléments psychologiques puissants. Et une stratégie qui va être trop agressive, elle peut vite se retourner contre vous, contre la marque. Les consommateurs, ils sont pas bêtes, ils acceptent une part de tension, ils acceptent une part d'incertitude, si et seulement si ils sentent bien que la marque, elle joue franc jeu. Dès que la rareté, elle semble artificielle,
ou qu'on a l'impression que c'est un prétexte pour augmenter les prix, ou qu'on a l'impression qu'on est en train de se faire manipuler, et bien là, il y a une bascule qui s'opère, la frustration s'accumule, mais elle ne nourrit plus le désir, elle crée du ressentiment. Cette frontière, elle est d'autant plus sensible que la rareté, elle touche à la notion d'équité. Si les clients ont le sentiment que certains ont accès aux produits parce qu'ils sont mieux connectés, parce qu'ils sont mieux informés, ou parce qu'il y a des privilégiés, soit par un algorithme ou par autre chose, vous pouvez avoir un sérieux backlash et c'est très très rapide. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les réseaux, ils amplifient tout. Ils amplifient la frustration dans le bon sens du terme, mais ils amplifient aussi les tensions. Donc, l'annonce d'un drop raté, d'une quantité qui va être jugée trop faible ou d'une liste d'attente qui est interminable, ça peut déclencher une vague de commentaires négatifs en quelques minutes. Donc là, vous avez une marque qui voulait créer de la légende, une expérience, et elle se retrouve accusée de manipuler son audience. Et attention, l'audience, elle aime pas être manipulée. Vous pouvez très rapidement casser la confiance que vous avez mis si longtemps à construire. Et puis la rareté, elle peut aussi devenir contre-productive quand elle épuise le consommateur. Si chaque lancement demande une vigilance constante, une rapidité extrême ou alors une patience excessive, la relation, elle perd un peu de son sens. Les clients, ils finissent par se détourner, pas forcément parce qu'ils n'aiment pas la marque, mais parce qu'ils n'ont plus d'énergie pour suivre le rythme. Le désir, dans ce cas-là, il se transforme en lassitude. Et puis dernier point, la rareté, c'est pas seulement une stratégie. C'est un pacte. La rareté, elle engage la marque à offrir une expérience à la hauteur de la contrainte imposée. Donc ça oblige à rester cohérent, à rester transparent et à respecter l'investissement émotionnel de ses clients. Quand elle est bien utilisée, elle va créer une relation forte. Si jamais elle dérape, elle détruit la confiance et ça, c'est une ligne subtile que les marques doivent apprendre à maîtriser. Bon alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce marketing de la rareté. Moi, je trouve que c'est une stratégie ultra intéressante. La rareté, elle agit comme un antidote à l'indifférence. En fait, elle redonne du relief, elle va recréer le désir, elle redéfinit la relation entre eux, vous, votre marque et votre client. Alors, on a vu que la rareté, elle répond d'abord à une fatigue collective face à l'abondance. On est en plein Black Friday au moment où j'enregistre. On a des offres dans tous les sens. Alors, il y a une part de la population, une part de l'audience qui adore dépenser à ce moment-là, mais il y a quand même une fatigue globale qui s'installe. Et du coup, la rareté, elle fonctionne parce qu'elle introduit de la tension, elle introduit de l'émotion, et parfois même, elle va aller jusqu'à introduire du challenge. Et puis, ce principe de la rareté, il s'appuie sur des mécaniques psychologiques profonds. La frustration ici n'éloigne pas, elle attire si elle est bien mesurée, et elle transforme l'achat en expérience. En fait, elle installe un lien plus fort que celui qui a été créé par la simple promotion. Du coup, vous avez des marques qui jouent sur plusieurs formats pour activer ce désir. Vous avez les listes d'attente qui vont installer un pré-engagement durable. Et puis, vous avez les drops qui vont transformer chaque lancement en événement. Ces outils, ils ne se contentent pas de rendre le produit désirable, ils créent une dynamique relationnelle. En fait, ils construisent un attachement qui dépasse la satisfaction immédiate. Bon, mais cette stratégie, elle est quand même pas sans limite. D'abord, elle impose de la responsabilité. La rareté, ça peut pas être un jeu permanent et ça peut pas être un artifice qui est juste là pour manipuler. Elle doit avoir du sens, elle doit avoir de la cohérence et elle doit être transparente. Sinon, vous allez vous prendre un retour de boomerang. Les consommateurs, ils sont pas bêtes, ils ont appris à décoder un peu tous ces codes, toutes les ficelles du marketing, ils les comprennent très bien. En revanche, ils récompensent l'authenticité et ils sanctionnent les abus. Alors comment est-ce que vous pouvez faire, vous, pour intégrer la rareté dans votre stratégie marketing? Commencez par vous poser une question simple. Qu'est-ce qui, dans votre produit, mérite réellement d'être rare? Souvenez-vous, une bonne rareté va se construire autour de la valeur, une mauvaise rareté va s'imposer autour d'un manque. La première, elle va créer du désir, et la seconde, elle va créer de la méfiance. Donc attention. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à la newsletter du podcast du marketing. Dans la newsletter, vous aurez l'annonce du nouvel épisode qui va sortir, le résumé écrit de l'épisode, ça aide à savoir si on a envie de vraiment passer une demi-heure à l'écouter. Vous avez aussi tous mes cadeaux bonus et puis je vous parle un peu de ma vie d'entrepreneur, un peu des coulisses du podcast du marketing. Pour vous abonner, c'est très simple, lepodcastdumarketing.com/newsletter ou le lien qui est dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite.